Merci Rémi, merci à vous d'être là. Et puis longue vie à l'association, parce que le débat, il me semble que c'est un peu ce dont on a besoin, plus encore que d'eau et d'air. Enfin, il semble on soit en année électorale, non? Enfin, je sais plus, on nous en parle pas beaucoup, mais voilà, la démocratie commence ici. Donc oui, je devais venir il y a 2 ans. Il s'est passé deux, trois bricoles depuis, qui ont hélas repoussé cette venue, pour parler de ce livre, donc, paru en 2018. Vous vous souvenez 2018? Non, vous ne pouvez pas vous souvenir. C'était il y a 1000 ans. Difficile de même de faire fossé historique plus large que celui-là, entre 2018 et 2022. Euh, Sauf que j'en resterai pas à l'Ukraine. Il n'y a pas que l'Ukraine. Il y a principalement et plus spectaculairement sûrement cette invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais moi, je vous propose de prendre trois scènes. C'est vraiment des scènes en fait, ou trois événements majeurs arrivés depuis la publication de ce livre qui changent beaucoup la donne. Alors pas entièrement, sinon je ne serais pas venu et je ne proposerais pas qu'on lise mon livre, mais qui, disons, oui, renouvellent largement cette question de la violence. Et puis la complique aussi, la complique singulièrement, parce que moi, mon livre, il était tourné vers un avenir incertain, vers une actualité, un présent aussi très incertain. Et ce qu'on voit nous arriver, c'est aussi un certain retour du passé, un retour tragique de l'histoire. Donc voilà mes trois scènes qui, après lesquelles peut-être que je quitterai la salle et qu'on arrêtera la conférence, parce que on en conclura que ce livre et cette conférence n'ont plus rien à faire là. Enfin, j'espère que non. Euh, la première scène, celle-là, on l'a un peu oubliée. C'est la moins connue des trois. À l'été 2020, donc entre deux confinements, on a vu dans des grandes villes des États-Unis s'affronter à main nue, parfois avec des armes à feu, des gens du Ku Klux Klan, avec ces fameuses, vous savez, capuches pointues qui nous rappelaient le pire du 19e siècle, et des militants noirs de l'association Black Lives Matter. Ce combat à main nue rappelait vraiment le pire de la guerre de sécession. Rappelait le 19e siècle, l'esclavage, et une haine raciale voilà, impensable, enfin qu'on croyait impensable aujourd'hui. Donc ça, c'est une première vignette qui change la donne. La deuxième, oui, bien sûr, évidemment. Depuis le 24 février, on n'est pas dans le même monde, c'est sûr. Et l'invasion de l'Ukraine par les armées de Poutine nous font changer de monde, mais si ma première vignette, c'est le 19e siècle, cette vignette-là, cette scène-là, c'est le 20e. Hein, c'est les guerres officiellement au nom des frontières ou de leur tracé incertain, en fait des guerres impériales, hein, menées par, en l'occurrence, une puissance impériale, aux dépens voilà, d'un pays plus faible qui se voit envahir et attaquer sans qu'aucun de ses puissants voisins ne fasse plus que d'accueillir des réfugiés et d'exercer des pressions économiques. Donc retour du 19e siècle, retour du 20e siècle. Bah, évidemment que le troisième événement, celui-là, c'en est pas un, j'ai pas de scène pour ça. Enfin si, la scène, c'est que vous portez des masques. C'est la pandémie. Alors là, vous allez me dire, mais quel rapport avec la violence? On voit bien le Ku Klux Klan, on voit bien les armées de Poutine, mais la pandémie, en fait, nous a, mais malheureusement, elle ouvre un temps à venir très incertain, donc c'est pas que du passé, nous a introduit à de nouvelles formes de violence, plus institutionnelles, qui sont liées à cette question sanitaire, à cette question des rapports entre nous, du risque que chacun fait courir à d'autres. Je dirais qu'il y a deux conséquences de la pandémie qui posent cette question de la violence. L'une, c'est l'ensemble des mesures sanitaires provisoires, mais aussi celles qui vont perdurer, hein, parce que tout ce qui s'interrompt heureusement dans 2 jours, bon, il y a d'autres choses qui vont durer et qui ont changé les rapports entre nous. Et puis il y a un truc qui ne ressemble pas à de la violence, mais qui en est peut-être. Vous avez remarqué que depuis 2 ans de pandémie et de confinement, on passe beaucoup plus de temps qu'avant sur des écrans. Avec ces écrans, on a pu travailler, éduquer nos enfants, s'informer, prendre des apéros virtuels avec des amis inaccessibles.
Tout ça a l'air pratique, voire sympathique. En fait, les entreprises du web, du numérique, qui sont les acteurs les plus puissants de la planète, plus qu'aucun État, ont pris 20 ans d'avance. N'auraient pas rêvé une situation pareille, parce que rien d'autre n'aurait pu leur permettre de prendre 20 ans d'avance dans nos vies, c'est-à-dire de rendre indispensable à notre survie le télétravail, l'apéro virtuel, etc. Donc vous voyez, c'est assez varié. On a 3 formes de violence. On ne peut plus contraster la violence raciale communautaire d'avant-hier, la violence impériale et guerrière d'hier, Russie-Ukraine qui nous revient, et puis une violence en rapport avec la protection de la vie, avec la santé, avec l'État, qui, elle, malheureusement, est plutôt à venir, enfin en tout cas ouvre une période d'incertitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut penser les violences d'hier et les violences nouvelles ensemble, les articuler, les connecter ensemble, ce qui est exactement ce que voulait faire ce livre. Et finalement, je ne vais pas quitter la salle. Le livre me semble, en tout cas la réflexion que je propose, adaptée à notre monde d'aujourd'hui, de 2022. Je vais proposer des idées assez générales, et puis je pense que dans le débat, on pourra prendre des exemples évidemment beaucoup plus concrets et brûlants de violence. Mais la violence, justement parce qu'elle fait écran, elle nous sidère, elle nous heurte, elle nous blesse, elle nous traumatise, est très difficile à penser, calmement, rationnellement, solidairement. Donc moi, ce que je propose, c'est plutôt une réflexion calme sur quelque chose de pas calme du tout, qui est la violence. Ce que j'ai voulu faire avec ce livre, après beaucoup d'autres, je ne suis pas le premier, c'est de proposer un autre regard sur la violence. Déjà au sens premier, la violence, si je vous dis c'est quoi la violence, on va penser tout de suite à un coup qui est donné. Le coup peut être la gifle de quelqu'un à qui on parle mal et qui réagit physiquement, la rafale de Kalachnikov, la destruction d'un peuple, la violence domestique, qui malheureusement, elle a aussi beaucoup augmenté avec ces confinements successifs. On pense à des coups. La violence est bien sûr dans le coup, mais ce que je propose, c'est qu'on ne comprend rien à la violence si on ne pense pas au trajet d'une émotion qui vient de bien avant ce coup et qui dure bien après ce coup. Et la violence, effectivement, est une circulation. C'est quelque chose qui circule. D'ailleurs, on peut le voir circuler entre des ennemis. Vous savez, 2 camps opposés qui s'affrontent. Le trottoir de Washington où les activistes de Black Lives Matter et les racistes du Ku Klux Klan se tapaient dessus, c'était une circulation d'énergie qui puisait dans des passés très anciens, dans des siècles d'opposition et de guerre. Donc c'est un trajet. Ça n'est pas un point unique et ponctuel. C'est quelque chose qui reste, qui demeure, qui s'inscrit dans les psychés. Demandez aux victimes qui ont survécu à un attentat terroriste ou aux survivants d'un génocide ou d'une guerre majeure, on dira que c'est fini pour eux. De l'extérieur, on pensera que le pire est derrière eux. Le pire les accompagnera chaque nuit jusqu'à leur mort. Donc il y a une inscription durable dans l'inconscient, dans le conscient, dans les rêves, dans le corps, de cette violence qui parfois n'a duré qu'un instant. Or, quel est le problème avec la violence qu'on réduit à un seul coup? C'est que du coup, on peut la mesurer quantitativement. Pour ça, on a des bilans, on a des nombres de morts. Vous savez, dès qu'il y a une catastrophe naturelle, ou une bataille, ou une guerre, on arrive avec des statistiques. Et avec ces statistiques, on va se permettre, et c'est à ça que je m'oppose, de juger un pays, une culture, une période de l'histoire plus ou moins violente qu'une autre. D'accord ? Donc, je ne sais pas, le taux d'homicide est bien supérieur aux États-Unis ou au Mexique qu'il ne l'est en France, a fortiori dans le Finistère. Donc, on en conclura que voilà, les États-Unis ou le Mexique sont une société plus violente. On peut aussi regarder la part de morts violentes par rapport à toutes les morts qui ont lieu, qui sont des morts naturelles. Et quand cette part est très élevée, on va dire que c'est une période violente. Alors,
les historiens qui ont fait ce calcul-là, figurez-vous, devinette, ils ont trouvé le siècle le plus violent de l'histoire humaine. Donc je vous demande, lequel est-ce? C'est le XIe siècle. Aucun d'entre vous, sauf un bon spécialiste du Moyen-Âge, n'aurait pu dire, parce qu'effectivement, les guerres, qui étaient principalement d'ailleurs en Asie centrale, hein, c'est l'époque de Tamerlan, etc., mais aussi en Europe, mais aussi les épidémies, hein, la peste, etc., ont fait au total un nombre de morts par rapport à la population mondiale totale bien supérieur à la Deuxième Guerre mondiale. Mais êtes-vous satisfait d'un tel critère? Est-ce que ce critère n'est pas un peu superficiel ou plutôt quantitatif? Ça n'est qu'un critère de mesure, et surtout, c'est un critère qui inscrit la violence dans un seul moment, et ne pense pas à l'avant, ce qui précède le trajet de cette émotion, et à l'après, ce qui s'inscrit et qui ne quittera pas les survivants de cette violence. Je veux donner un exemple de ce point de vue d'historiens qui disent, voilà, en statistique, c'est un livre paru il y a quelques années. Mon bouquin à moi commence par critiquer ce livre, par s'inscrire en faux contre ce livre. C'est un livre d'un psychologue canadien, Steven Pinker, qui s'appelle « La part d'ange en nous », déjà. Le sous-titre étant « Le déclin historique de la violence ». C'est un livre qui dit, et je pense que c'est le point de vue de la majorité des gens, des intellectuels, des scientifiques, des historiens, que nous vivrions dans un monde moins violent qu'hier. Donc, moins violent que les massacres immenses du XXe siècle, moins violent que ce monde de l'Ancien Régime, voire du Moyen-Âge, où on pouvait être tué par un kidam dans la rue sans que ce kidam soit inquiété, puisqu'il n'y avait pas de droit pénal. Bon. Si on en reste là, c'est là où je quitte la salle, et vous aussi, et on dit bah, tout va bien, on vit dans un monde moins violent. Il me semble que la violence n'est pas seulement dans ce risque d'effraction physique, mais dans beaucoup d'autres phénomènes, dans ce trajet d'une émotion, dans des souffrances psychiques, existentielles, dans des souffrances physiques très durables, dans la réaction du corps à la souffrance psychique, bref, dans des choses qui ressemblent un peu plus à notre vie compliquée, sur écran et pas que sur écran, d'aujourd'hui, de ce début de XXIe siècle. Pour mieux faire comprendre ce que je veux dire par là, je veux juste vous lire une très belle citation d'une philosophe qui s'appelle Simone Veil, qui n'est pas notre ancienne ministre qui a courageusement légalisé l'avortement, mais voilà, qui porte le même nom, enfin c'est un W, pas un V, Simone Veil, philosophe qui donc est morte très jeune pendant la Deuxième Guerre mondiale, à 41 ans, philosophe mystique, chrétienne, mais aussi philosophe engagé, qui a vécu en usine pendant 2 ans pour voir la souffrance des ouvriers et la partager. Voilà. On est en 1939. Elle voit le nazisme commencer à ravager l'Europe, la guerre arriver. Et en plus, il se trouve qu'elle a des crises de migraine extrêmement violentes. Je pense que pour le coup, c'est une des douleurs physiques les plus violentes qui soit, hein, la migraine. Donc elle est prise entre la violence du dehors et cette violence du dedans, et elle décide de travailler sur Homère. Toujours un bon choix de quitter l'actualité quand elle est trop brûlante. Et elle travaille sur l'Iliade et l'Odyssée. Et commentant l'Iliade, elle commence à parler de la force. Alors c'est intéressant, elle ne dit pas la violence, elle dit la force. Ce qui est déjà un drôle de choix. Elle dit « La force qui tue est une forme sommaire, grossière de la force. Combien plus variée en ses procédés, combien plus surprenante en ses effets est l'autre force, celle qui ne tue pas, c'est-à-dire celle qui ne tue pas encore. » Tout est dit. C'est-à-dire que lorsqu'une violence est exercée, qui n'est pas celle d'un coup, d'une effraction, mais qui est l'ouverture d'un champ de violence sans fin, la fermeture n'est pas prévue, on rentre dans une incertitude absolue, et cette incertitude fait autant souffrir que le coup qui est porté, que le coup lui-même.
Donc la force qui ne tue pas encore, celle-là, comment voulez-vous la mesurer statistiquement? Elle n'a pas encore tué, il n'y a pas de statistiques, est beaucoup plus ravageuse, nocive, que la force qui tue ponctuellement. Voilà ce que disait Simone Weil en 1939. Donc c'est voilà, dans cette inspiration-là, dans cette filiation-là, que je voudrais inscrire mes quelques propos. C'est-à-dire qu'il faut... L'autre problème de la question de la violence, c'est la question morale. Nous sommes tous portés spontanément à exercer un jugement moral dès qu'il y a violence. Il y a un bon et un méchant, il y a une victime et un coupable. On cherche effectivement l'agent de la violence. Qui a exercé la violence et qui l'a subie. Il me semble qu'avant de se ruer sur la morale, il faut inscrire la violence dans l'histoire et dans son contexte historique. Et que là, ça devient différent. Parce que si on fait de la morale, à la fin, on va se retrouver avec la fameuse dissertation de philosophie. L'homme est-il bon ou mauvais? L'homme inclut la femme, hein, je vous rappelle. Cette question, non seulement n'a pas de réponse, mais n'a aucun sens. Parce que cette question renvoie à une fiction. Cette fiction, c'est l'état de nature. Donc, avez-vous déjà rencontré l'homme ou la femme à l'état de nature? Moi, non. Cet état de nature est lui-même une fiction. Or, à travers l'histoire des idées, les philosophes, les politiciens, les intellectuels se sont querellés sur le fait de savoir si l'homme était bon ou mauvais à l'état de nature. Et ils ont fondé des programmes entiers, des sociétés entières, sur ce postulat. Or, il me semble qu'il n'y a pas d'état de nature et que seule l'histoire, les circonstances historiques, les forces en présence font des hommes et des femmes des acteurs nocifs ou vertueux, bons ou mauvais. Parce que, vous savez, ces états de nature, c'est de là que vient la définition de la droite et de la gauche en politique. On pourrait réduire toute la galaxie intellectuelle de la droite, toutes les droites du monde, à l'état de nature selon le philosophe anglais Hobbes, Thomas Hobbes, XVIIe siècle, qui explique que l'homme est un loup pour l'homme, qu'à l'état de nature, l'homme ne cherchera qu'à tuer son prochain pour en tirer le plus grand bénéfice ou par simple plaisir voilà, jouissif. Et que donc, il faut l'en protéger. Et que pour l'en protéger, on va lui proposer de sacrifier ses libertés en échange d'un peu de sécurité. Si vous voulez, c'est l'invention de la logique sécuritaire. C'est-à-dire, on vous propose une présence policière forte pour éviter la violence. En revanche, ne nous embêtez pas avec vos libertés civiles, on ne peut pas tout avoir. Ça serait l'origine politique, philosophique de l'idée ou de la galaxie de droite. Et à gauche, on a aussi une fiction. On a aussi un état de nature. Là, c'est un certain Jean-Jacques Rousseau, XVIIIe siècle, qui nous parle du bon sauvage. Alors là aussi, moi j'aimerais bien qu'il nous raconte où est-ce qu'il l'a rencontré, le bon sauvage, parce que même dans ce qu'on appelait à l'époque les sociétés primitives, il n'est ni bon ni sauvage. Il est lui aussi dans l'histoire, qui est une histoire locale. Donc vous vous souvenez ce que disait Rousseau? Pour Rousseau, l'homme est bon, au départ, de toute façon, par principe. Et c'est la civilisation qui l'a corrompu, qui en a fait quelqu'un de mauvais. Mais c'est une fiction, autant que la fiction de droite inverse, qui veut que l'homme soit mauvais par nature. Donc on va oublier ces histoires d'état de nature, et on va s'installer dans l'histoire, la nôtre, agitée, hein, celle de ce début de millénaire, et bien sûr l'histoire récente, puisque le XXe siècle, nous en sommes les enfants. Ça veut dire qu'il va falloir aussi partir de notre point de vue. Il est très difficile, toutes ces questions de violence, d'universaliser. C'est-à-dire d'imaginer qu'on aurait le même débat, je ne sais pas moi, dans une tribu indienne du Brésil, massacrée par la police de Bolsonaro, dans une ville frontalière de la Russie, dans l'Ukraine actuelle, ou encore, je ne sais pas moi, dans une réunion syndicale, dans une entreprise où il y a beaucoup de souffrance au travail. D'accord ? Voilà des circonstances dans lesquelles ça sera virulent.
hein. La question de la violence se pose avec virulence. Il faut partir de notre point de vue et ne pas oublier que nous autres occidentaux, alors je ne sais pas si on peut vraiment dire occidentaux, mais enfin disons-le, en tout cas habitants du monde riche, du nord de la planète, avons une histoire singulière, hein, il y a un point dans l'histoire qui est singulier, et qu'on est à la fois ultra sensible à la violence et complètement indifférent à la violence. C'est un sacré paradoxe, mais c'est pourtant là qu'on en est arrivé. Quand je dis ultra sensible, là je suis obligé de donner des exemples. Vous savez, le traumatisme que ça représente, ce geste très simple de se faire arracher le téléphone à l'oreille par quelqu'un qui s'en va en courant, ce qui en soi est un acte d'une violence très modérée, hein, et même si ça ne vous égratigne pas le lobe, c'est simplement le fait que quelque chose vous a été volé, dans un monde où le vol à la tire, notre monde chanceux, a plus beaucoup lieu, que tout ce qu'il y a de personnel dans cet appareil va disparaître, que, voilà, etc. Ces petits épisodes, ou même on peut donner l'exemple, hein, parce que ça existe aussi, de l'instituteur à l'ancienne qui a le malheur de donner une gifle à un de ses élèves. D'accord ? Alors je ne prends pas position. Je ne dis pas que c'était bien le temps de la gifle, ou qu'au contraire, heureusement qu'on est arrivé à un temps plus apaisé où l'instit ne donne plus de gifle. Je dis juste que la gifle, qui autrefois était la moindre des violences, le degré 0, nous est aujourd'hui, nous fait l'impression d'une grande violence. Donc on est, de ce point de vue-là, comment dire, des acteurs douillets de la violence, surprotégés par des écrans, par une camisole chimique avec des médicaments, par une police omniprésente, par des écrans qui viennent nous rassurer. Et en même temps, les mêmes que nous sommes, hein, un peu sensibles à la violence, moi j'habite une ville, Paris pour ne pas la nommer, où nous enjambons, pour aller au travail, des familles roms assises là, des réfugiés venus de divers coins du monde qui tendent la main, mais que littéralement on enjambe pour aller prendre son RER un peu plus vite, et que sous nos fenêtres, voilà, vivent des sans-abri ou des gens venus des antipodes qui ont subi l'immense violence de la guerre ou de la pauvreté, qui portent sur eux le poids de cette violence et qu'on ne voit pas, qu'on n'écoute pas. Certains d'entre nous s'arrêteront pour leur faire l'obol, mais enfin l'obol n'est pas la réponse suffisante ni correcte à la violence. Alors sur cette histoire, c'est important ce deuxième point, c'est-à-dire qu'on a été graduellement, au fur et à mesure de l'histoire moderne, désensibilisé à la violence. Il y a un philosophe allemand fabuleux du début du XXe siècle, Walter Benjamin, Benjamin, on dirait en français, qui avait écrit un texte dans les années 1920, donc dans l'Allemagne pas encore nazie, mais enfin bientôt, où il disait « L'homme moderne a perdu l'expérience. L'expérience s'est appauvrie. Nous manquons d'expérience. » Qu'est-ce qu'il entendait par là? Non pas l'expérience au sens de la personne mûre et âgée qui a plein d'expérience dans sa vie. L'expérience au sens d'être dans la vie et de ressentir, de percevoir directement ce qui a lieu. C'est ça, hein, au sens philosophique, l'expérience. Il disait, nous sommes beaucoup plus pauvres en expérience, nous ne sentons plus, nous ne percevons plus, nous ne voyons plus. Que ce soit d'ailleurs l'explosion de joie, la liesse, assez rare, ou la souffrance, le massacre et la guerre. Il me semble que ce qu'il a écrit il y a donc presque un siècle est plus actuel que jamais. Donc vous voyez, c'est un peu le paradoxe dont il faudrait partir, cette histoire d'ultra-sensibilité et néanmoins d'indifférence à la violence. Un dernier point, avant de rentrer dans le vif du sujet, on a un autre problème avec ce concept de violence. C'est peut-être le plus gros problème qu'on a. Spontanément, donc on imagine un coup, une effraction, du sang, des morts, mais on imagine aussi que la violence ne peut être que la conséquence de l'impulsion, qu'un corps et un esprit disciplinés, domestiqués, civilisés, éduqués, réprimés quand même par des présences policières, sera moins violent.
que donc la violence serait l'enfance de l'humanité. C'est très intéressant de lire les discours de Jules Ferry, celui qui a fondé notre système d'éducation publique, gratuite, il y a plus d'un siècle. Qu'est-ce qu'il disait? Que l'enfant non éduqué est violent et que l'éducation a pour but d'encadrer, de recanaliser cette violence, lui proposer que son énergie serve à son instruction et à sa vie. Au passage, je précise que Jules Ferry a été moins d'1 an ministre de l'Instruction publique et pendant 12 ans ministre des colonies. Or, il tenait exactement le même discours concernant les colonies. C'est-à-dire que les colonies, pour lui, on est à la fin du XIXe siècle, c'est l'enfance de l'humanité, et cette enfance, il est de son devoir d'occidental supérieur de la civiliser, de l'encadrer, d'en réprimer la part de violence. Le plus difficile avec la violence, c'est de refuser cette logique-là. C'est-à-dire de comprendre que la violence impulsive, ponctuelle, irréfléchie, instantanée, existe, est sans doute inévitable dans toute société, mais elle n'est pas du tout la pire des violences. La violence vraiment problématique, celle dont je voudrais parler aujourd'hui, celle qui à la fois a pu produire les massacres et les exterminations au XXe siècle, et celle dans laquelle nous sommes plongés aujourd'hui, celle-là, elle n'est pas impulsive. Elle n'est pas de l'ordre de la sauvagerie, de l'enfant incontrôlé, du peuple premier. Elle est réfléchie, élaborée, calme, rationnelle. Et que la violence rationnelle, la violence réfléchie par la raison, est bien pire que la violence pulsionnelle. Je vais vous donner une illustration immédiate de ça, immédiate et effrayante. En 1942 a eu lieu au nord de Berlin une conférence ultra secrète qui s'appelle la conférence de Wannsee, lors de laquelle en fait, il y avait exactement 16 personnes présentes à cette rencontre. Et ces 16 personnes ont planifié ensemble ce qu'ils appelaient la solution finale du problème juif. L'organisation de l'extermination industrielle des 3 dernières années de la guerre, 42-45. Donc dans tous ces détails, de façon vraiment efficace, et c'est ce qui a rendu possible les 6 millions de morts qui ont suivi. Sur ces 16 personnes, 15 avaient un doctorat en droit. Et dans le système universitaire allemand, le doctorat en droit, c'est le sommet de l'éducation supérieure. C'est 15 ans d'études supérieures. Donc personne n'était plus cultivé, subtil, rationnellement et intellectuellement que ces gens qui ont très posément planifié le pire massacre de l'histoire humaine. La violence rationnelle, en gants blancs, est bien pire que celle qui a lieu dans une rixe de bar où si je m'agaçais subitement parce que Rémi se mettait à m'insulter, ce qui n'aura pas lieu. Bref, la pulsion, c'est pas grave. La pulsion, c'est pas grave. La violence rationnelle, parce qu'elle se cache en tant que violence, parce qu'elle nous est présentée comme normale, comme une non-violence, comme inévitable, comme fatale, comme liée aux structures, aux institutions, est la pire des violences. Et c'est dans cette violence-là que nous sommes aujourd'hui, parce que nous avons la chance de ne pas vivre en Ukraine, donc la violence plus directe d'une armée qui vient vous envahir ou de gens qui viennent vous arrêter à votre porte n'a pas lieu, ou en tout cas tous les jours. D'accord ? Pour autant, moi je propose cette idée un peu provocatrice que malgré ça, nous vivons dans un monde plus violent qu'hier. C'est ce que j'aimerais maintenant démontrer. Alors, je vais le faire en résumant un peu le parti pris du livre et en posant 3 ou 4 questions, assez générales, mais j'essaierai de prendre des exemples dans nos actualités nombreuses. 4 questions qui, encore une fois, ressemblent à des questions de dissertation, mais sont des questions essentielles si on veut mettre le doigt sur ce qu'est la violence. La première question, c'est qu'est-ce que c'est qu'une violence chronique ? Parce que donc on voit bien la violence du coup, on voit bien, même une guerre, même cette horrible invasion de l'Ukraine, n'aura qu'un temps. Les Russes vont-ils rester ? Qu'est-ce qui se passera ? Guérilla ou pas ? Il y a l'effraction. L'effraction, c'est pour nous le paradigme de la violence. Mais qu'est-ce qui se passe quand cette effraction ne s'arrête plus ? Quand la violence qui a été commise se pérennise, se normalise,
ne ressemble plus à une violence. Hein, ça peut être un pays occupé, ça peut être un stress extrême dans une situation, un stress qui dure des années. C'est tout ce qui devient chronique. Ce sera ma première question. Ma deuxième question, ce sera les violences d'aujourd'hui, dans leur diversité, est-ce qu'elles auraient par hasard une cause, peut-être pas unique, mais principale? Est-ce qu'on peut renvoyer la plupart des formes de violence d'aujourd'hui à une logique et à une cause? Et là, je pense que vous ne serez pas tous d'accord avec moi, je dirais oui, et je proposerai une réponse. Il y a une causalité principale de la violence contemporaine. D'ailleurs, je vous spoil immédiatement la réponse, ce sera l'économie. Troisième question, alors là c'est plutôt une question qu'aiment bien les psychanalystes. Lorsqu'on réprime soi-même la violence qu'on ressent en soi, ou lorsqu'on se la voit réprimée par les lois, je sais pas, ou les médicaments qui nous calment, est-ce qu'on la réduit vraiment, cette violence, ou est-ce qu'on ne la relance pas, au contraire, ailleurs, autrement, plus grave, parce que souterraine? Est-ce que réprimer la violence n'aggrave pas la violence? Ça, c'est une question qu'on se posera autour de l'œuvre d'un grand sociologue allemand du XXe siècle, qui estime justement que notre monde est moins violent qu'hier. Pas sûr. Et puis la dernière question, ce sera, une fois arrivé au terme de ce parcours, on verra, comme je l'ai dit au début, que la violence, c'est une énergie, c'est quelque chose qui circule, c'est une émotion, et que comme toute énergie, il faut que son circuit soit bien fluide. Hein, à l'intérieur de nous, comme à l'intérieur d'une société, il faut que le circuit de la violence ait des dérivations. Hein, on appelait ça la catharsis en Grèce. Il faut qu'on trouve dans nos sociétés, comme dans nos vies individuelles, de quoi évacuer, épuiser, voire même refouler symboliquement la violence. Sinon, elle s'accumule en nous et elle explose. Là, la proposition que je vous ferai, c'est que aujourd'hui, la catharsis ne marche plus. À l'heure des réseaux sociaux, à l'heure où tout le monde en sait plus que son voisin, à l'heure où tout est immédiatement mondial et instantané, il n'est pas sûr que les dérivations de la violence fonctionnent autant qu'hier. Voilà, vous voyez, ça fait un sacré trajet, mais je vais le faire vite pour qu'on puisse, après ça, débattre, discuter tous ensemble. Donc, la violence chronique, ce que je veux dire par là, c'est que les formes de la violence aujourd'hui, dans le monde entier, j'en propose un relevé dans mon premier chapitre de livre, sont toutes normalisées. Mais normalisées, c'est-à-dire qu'elles se pérennisent sans que ça pose problème. On peut prendre le cas des guerres. Alors, la guerre est arrivée en Ukraine, mais comme vous savez, la guerre ne nous a jamais quittés. La guerre est toujours là. Il semble que les guerres des décennies récentes, des années récentes, soient beaucoup plus longues, voire sans fin, que les guerres d'autrefois. Par exemple, vous savez que les Américains ont quitté, il y a 1 an ou 2, un pays qu'ils occupaient depuis 2001, qui est l'Afghanistan. Et puis quand ils sont partis, on s'est rendu compte que ça faisait 21 ans qu'ils y étaient et que c'était tout simplement la plus longue guerre que cette grande puissance ait jamais menée de toute son histoire. Voilà une guerre longue. Autre guerre longue, ça c'est une devinette pas facile, savez-vous quelle est tout simplement la guerre la plus meurtrière de ces dernières années ou de ces dernières décennies sur la planète? Où est-elle? Où a-t-elle lieu? Ni la Bosnie, ni la Syrie, ni la Corée. Non. En République démocratique du Congo. Parce que la République démocratique du Congo est donc en proie à une guerre civile qui en fait est alimentée par les pays autour, un petit peu par les anciennes puissances coloniales, qui dure depuis le début des années 90, n'a jamais cessé, et selon les statistiques les plus modestes de l'ONU, a fait entre 6 et 8 millions de morts. Oui. Parce qu'en fait, à chaque massacre, un massacre c'est rien, c'est quelques milliers de personnes, mais 25 ans. Vous voyez le problème. Donc cette guerre, vous n'en avez... Enfin si, vous en entendez parler de temps en temps, mais assez peu. Et surtout, c'est pas ça le pire. Parce qu'il y a toujours des guerres dont on parle, et puis celles dont on ne parle pas, parce que c'est loin. C'est sa pérennisation. Elle pourrait durer 50 ans de plus, que ça ne gênerait personne. Alors, on ne va pas tout simplifier, mais disons que le Congo a dans ses sous-sols des réserves naturelles de minerais rares, indispensables pour fabriquer des téléphones portables,
et que ça a alimenté la guerre. Parce que les factions en jeu s'approprient ces mines. D'ailleurs, ils envoient des enfants de moins de 10 ans, parce que c'est plus pratique, dans les boyaux des mines. Tant pis si ça s'écroule. Et cette richesse que l'Occident achète a alimenté cette guerre depuis donc un quart de siècle. Autre proposition, donc la guerre, ça c'est la guerre chronique, pérenne, mais bon, la guerre, sauf depuis le 24 février, semblait pas être la forme principale de violence dans notre monde d'aujourd'hui, puisqu'il semblait qu'il y en ait moins qu'entre 1939 et 1945, par exemple. Sauf qu'il y a d'autres formes de violence que la violence guerrière. Il y a les violences infligées à toutes les formes de vie. Et là, il me semble qu'une réflexion sur la violence ne peut pas faire l'économie d'une question qu'on dira écologique, mais elle est beaucoup plus vaste que écologique, qui est la destruction des formes de vie, milieu atmosphérique, espèces botaniques, espèces animales, humains aussi, par un certain système économique et industriel depuis maintenant des siècles, mais pire aujourd'hui que jamais. On appelle ça l'écocide. Les écologistes appellent ça l'écocide, c'est-à-dire la destruction du milieu, la mise à mort du milieu. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis loin d'être un écologiste radical, je ne suis absolument pas vegan, mais le nombre d'animaux abattus ou tués pour l'alimentation humaine chaque année se compte en dizaines de milliards. D'accord? Alors, on dira, oui, on est en train de discuter la violence humaine ou interhumaine. Il me semble que ça, c'est un exemple type de violence normalisée, donc invisible. Donc dans un débat sur la violence, on dira, mais c'est hors sujet. Enfin, oui, évidemment, c'est dommage que ces poulets soient un petit peu dans des situations grégaires avant d'être dépecés. Mais enfin, voilà, quid du peuple ukrainien et des gens qui souffrent au travail. Je pense qu'on est entré dans une ère où toutes les formes de vie sont solidaires les unes des autres. Et que ce que les humains ont infligé à toutes les autres formes de vie depuis le début de l'époque moderne va nous retomber dessus, nous retombe déjà dessus, entre la montée des eaux, le réchauffement climatique et autres catastrophes à venir. Ensuite, il y a un autre aspect dans la généralisation de la violence, qui sont évidemment les écrans. D'ailleurs, le premier écran, vous savez, c'est notre rétine, qui est elle-même un écran, sur lequel vient se réfléchir la réalité. Même là où il semble pas y avoir de violence, même quand il y a un moment de paix sans violence, tout va bien. Les images et les écrans sont là pour pérenniser la violence, puisque c'est tout simple. Ce qu'on a beaucoup de mal à comprendre, c'est qu'un esprit et un corps du 18e, du 19e siècle, qui pourtant vivait une vie beaucoup plus dure que la nôtre, ne supporterait pas une minute de certaines images passant sur les écrans, et vues d'ailleurs par nos enfants autant que par nous. N'en supporterait pas la vision. D'accord. C'est-à-dire que la violence de l'image nous semble moindre que la violence réelle, certes. Il vaut mieux regarder un film d'horreur que de se faire tronçonner soi-même, je suis d'accord. Mais il y a une violence propre à l'image qui normalise, qui pérennise, qui reconduit sans fin la violence sans qu'on y prête attention. Donc bref, la violence, elle est peut-être nouvelle, elle a des formes nouvelles, c'est à ça que je vais venir, mais enfin, elle semble être hiérarchisée comme autrefois, avec ceux qui l'exercent et qui la dissimulent, et la majorité qui l'endure, avec plus ou moins de résilience. J'aime pas le mot, mais enfin, en l'occurrence, il fonctionne. Alors on dira qu'il y a des changements de rôle. Oui, on n'est pas comme autrefois, il y a des changements de rôle. Moi, je vous propose par exemple, comme idée, que les méchants, les voyous, les gangsters, les mafieux d'aujourd'hui ne sont plus Al Capone, ou Sir Francis Drake, le plus célèbre pirate anglais du XVIIIe siècle, mais s'habillent soit en costume 3 pièces de président directeur général de grandes entreprises, soit, c'est beaucoup plus cool, en jean et basket de milliardaires de la Silicon Valley. Pourquoi est-ce que je dis que ce sont nos voyous ou nos gangsters d'aujourd'hui? Parce qu'ils ont un pouvoir direct sur nos vies qui est absolument inédit dans l'histoire humaine, que n'ont pas nos gouvernants, d'ailleurs, parce qu'ils alimentent nos imaginaires, ils font marcher nos mains. Vous savez que nos mains, les tissus nerveux des mains humaines sont en train de muter, pour la première fois depuis 3 à 4 000 ans. Évidemment, à force de faire
ça, sur nos téléphones, c'est toute la structure de la main qui est en train de changer. Donc, il y a des entreprises qui ont cet effet-là sur nos corps, puis il y a des entreprises qui tuent. Il y a beaucoup d'entreprises qui tuent. J'aime bien rappeler le fait que le laboratoire pharmaceutique Pfizer, héroïsé par la découverte du vaccin contre le Covid, est également le laboratoire qui avait proposé la première trithérapie contre le sida en 1997. En 1998, le gouvernement sud-africain copie ce médicament pour l'offrir en urgence aux dizaines de millions de séropositifs et de malades du sida qu'il y a en Afrique australe. Pfizer envoie immédiatement ses avocats. Vous ne nous avez pas acheté le brevet, vous êtes gentil, mais on ne fait pas de copie générique, on en est les propriétaires. Le procès va durer 1 an et demi, se solder par l'accord que va être obligé de donner Pfizer au gouvernement sud-africain, mais pendant 1 an et demi, on n'a plus le droit d'utiliser la trithérapie en Afrique. Allez regarder les chiffres du sida entre 97 et 99 en Afrique. Ils ont tué 10 millions de personnes. Alors, ils n'ont pas tué directement. Ils sont la cause juridique, économique de ce massacre. C'est ça, les entreprises d'aujourd'hui. Et puis, c'est aussi des gens qui n'ont pas de pouvoir au-dessus d'eux. Moi, j'aime toujours l'anecdote de, alors je ne sais plus si c'est Zuckerberg ou Bill Gates, mais qui arrive pour un rendez-vous avec le président américain à la Maison-Blanche, alors qu'il devait être, je ne sais plus, c'était il y a quelques années, je ne sais plus si c'était Obama ou W. Bush, et puis le président a un quart d'heure de retard. Ça arrive, il a un agenda un peu chargé. Eh bien, ils ont repris leur jet dans l'autre sens, parce que vous êtes gentil, mais un quart d'heure, ça coûte cher dans notre vie. Donc, c'est anecdotique, mais ça veut simplement dire que fut un temps où le pouvoir économique reconnaissait au-dessus de lui un pouvoir politique ou législatif venu, justement, du peuple et de la démocratie. Là, il n'y a rien au-dessus. Il n'y a rien au-dessus. D'ailleurs, ils veulent être immortels, ils veulent se cryogéniser, ils veulent copier sur un disque dur nos cerveaux et nos sensations, ils veulent des choses qu'effectivement, seul le dieu des mauvais romans voulait fabriquer, plus qu'un gouvernement. Bref, la violence se normalise et n'a pas toujours les aspects familiers auxquels on l'associait, de coups, de violence, de statistiques mortelles. Passons à la deuxième question, puis les questions, j'espère, vont s'éclairer au fur et à mesure qu'on déroulera le trajet. Donc la deuxième question, c'est est-ce que l'immense diversité des violences d'aujourd'hui, c'est-à-dire moi dans violence, j'inclus la violence domestique, du mari, alcoolique ou pas, la violence institutionnelle, par exemple quand on reçoit sur son téléphone un petit SMS qui vous annonce gentiment votre licenciement, mais qui est un SMS standard. C'est-à-dire que n'importe qui peut le recevoir, qui peut être aussi la violence plus connue, classique, qu'on espérait ne pas retrouver, celle que la Russie fait à l'Ukraine depuis 2 semaines. Bref, si on prend la diversité, ou celle qu'on commet sur les plantes, les animaux et la couche terrestre, dans leur diversité, ces formes de violence ont-elles une cause qu'on pourrait dire unique, logique, une cohérence ? Il me semble que la réponse peut être oui, avec l'économie. Alors attention, je ne suis pas du tout en train de dire, je ne suis pas du tout en train de faire le marxiste classique, en train de dire que l'économie directement cause toutes les violences. Il semble bien que Vladimir Poutine n'ait pas envahi l'Ukraine pour se faire de l'argent, ou en tout cas pour répondre à une injonction des actionnaires ou des mouvements financiers. Il existe donc encore, évidemment, des formes impériales, à l'ancienne, de violence. Ce que je dis, c'est que les guerres dont j'ai parlé, qui se pérennisent, elles ont lieu parce qu'elles sont alimentées par des échanges économiques, et ou parce qu'elles ne dérangent pas les grandes puissances qui peuvent continuer à commercer. Ce que je dis, c'est que les violences auxquelles on va venir, psychiques, physiques, individuelles, celles qui nous sont faites dans nos vies ordinaires et plutôt pacifiques, relèvent presque toutes de l'économie. Et c'est ce que je voudrais montrer maintenant. Que bref, il y a une violence qu'on va dire systémique, c'est-à-dire une violence liée au système et à l'interdépendance de tous les éléments du système, et que cette violence vient largement, principalement, de l'économie. Déjà, c'est très simple. Dans nos sociétés, en France par exemple,
il y avait des institutions, on parle au passé, on va dire il y a des institutions, qui sont censées nous faire échapper à l'économie, nous en protéger même. Allez, l'école, l'hôpital, les services publics, la justice, hein, que ce soit l'avocat ou le tribunal. Toutes ces structures, toutes ces institutions sont soumises à une logique comptable de plus en plus délirante. Hein. On l'a presque découverte à l'occasion du début de l'épidémie de Covid, lorsqu'on s'est rendu compte qu'on n'aurait pas dû fermer ces centaines de lits en réanimation pour des raisons comptables, parce que là, tout à coup, on en avait besoin. Mais en fait, voilà, on n'a pas attendu le Covid pour découvrir ça. C'est une logique qui vient de loin, qui est la même à l'école, qui est la même à l'université. Moi, je suis professeur d'université. C'est des petites choses, c'est pas grand-chose. C'est le fait que, par exemple, on a supprimé tous les postes administratifs, presque tous. Pourquoi? Parce que avec un bon logiciel, une appli et un peu de formation, bah, le prof va faire lui-même les tâches administratives, va préparer son emploi du temps, va faire... Vous voyez, et ben c'est parfait, on a des salaires en moins, on n'est pas... Oui. Donc, cette logique comptable, elle est partout dans les structures sociales, institutionnelles, censées nous protéger de l'économie. Donc ça, il faut bien le comprendre. Puis, on peut même prendre un autre exemple. Celui-là, il est important. Vous savez, il y a des systèmes de retraite. Bon, en France, on n'y est pas encore. On va y venir, sans doute, si notre président est réélu. Mais enfin, on n'y est pas encore. Il y a des systèmes de retraite à l'étranger qui sont par capitalisation. C'est-à-dire que les petites retraites, surtout, hein, les gens qui ont des retraites modestes, investissent, enfin, c'est des banques qui investissent pour elles une partie de leur retraite pour essayer de rapporter de l'argent des marchés financiers. Ça marche plutôt bien, sauf en période, évidemment, de krach boursier, comme en 2008-2009. Mais en général, ça marche plutôt bien. Sauf que quoi? Sauf que la dévaluation d'une devise à l'autre bout du monde dans un pays pauvre qui produit la faillite de ce pays pauvre, une guerre civile, des millions de morts, peut être la conséquence assez directe des spéculations financières faites par les banques d'investissement pour utiliser l'argent de nos millions de retraités. Et si on le disait à nos millions de retraités, hein, par exemple, je sais pas, en Floride, en Allemagne, ils diraient « Mais non, moi je veux surtout pas que mon argent serve à ça. » Mais on ne leur dit pas. Ils ne le savent pas. L'avantage du tout petit actionnaire ou du tout petit cotisant, c'est qu'il est un parmi un million, on l'informe une fois par an, on ne lui en dit pas plus. Mais vous voyez la logique très étrange, c'est que un système financier mis en place pour protéger des personnes âgées des difficultés économiques à la fin de leur vie est alimenté par une spéculation qui produit directement des violences inouïes à l'autre bout du monde. D'accord ? Drôle de système. Drôle de système. Toujours dans l'économie, et beaucoup plus simplement, il y a le fait que nous sommes tous en rivalité les uns contre les autres. Alors pas dans cette salle, où c'est assez amical et convivial, j'espère, mais tout est fait sur le marché du travail, dans l'éducation avec ses hiérarchies et ses notes, sur les réseaux sociaux, dans la vie voilà, ordinaire, pour que la rivalité de tous contre tous, la concurrence, soit la logique sociale dominante. Ce qui a pour effet hein, de faire ressentir à ceux qui sont défaits, à ceux qui perdent cette bataille-là, à ceux qui ne sont pas à la hauteur de la concurrence, un sentiment de négation, d'inutilité, de haine de soi, qui est inédit dans l'histoire moderne. Vous savez, le petit employé de bureau, à qui son supérieur direct ne cesse de dire « il faut que tu sois plus rapide, il faut que tu sois plus efficace, il faut que tu fasses ci et ça, parce que, attention, tu es sur un siège éjectable, des gens comme toi, il y en a 20 qui font la queue voilà, à Pôle emploi pour avoir ton poste, c'est tellement banal qu'on peut te virer en une seconde. » Le problème de cette menace, qui est très explicitement proférée hein, au travail, c'est que ce qu'on fait perd tout son sens, puisque ce qu'on fait n'est pas propre à son désir ou à ses compétences, mais est absolument banal, doit être fait le plus vite possible, et sera de toute façon fait par quelqu'un de plus efficace dès qu'on fléchira, on flanchera un peu. Le sentiment d'inutilité dans son travail, de perte de sens, est le symptôme principal
de la souffrance psychique en régime capitaliste avancé aujourd'hui. Et donc on dira, oui, mais c'est plus les galériens qu'on fouettait sur un bateau. Soit. Mais bien malin, celui qui pourra dire à coup sûr, c'était pire d'être fouetté que d'être fouetté psychiquement. C'est pire de mourir d'épuisement fouetté sur une galère ou de mourir par le suicide ou le fameux cancer psychosomatique que ce stress inouï peut produire. D'accord ? Voilà. Moi, je ne suis pas aussi sûr que nos historiens que je citais au début, qui disent qu'effectivement le monde est moins violent, puisque autrefois c'était Tamerlan, on était embroché par une lance, alors qu'aujourd'hui tout ça se passe sur écran. Non. Il n'est pas certain que cette violence de l'économie soit moindre. Et puis, toujours l'économie, et là ça rejoint peut-être les questions de la pandémie, il y a ce que j'appellerais la privatisation de la vie. C'est-à-dire qu'en fait, le capitalisme s'est étendu, a cru, désormais il occupe tous les régimes politiques et économiques de la planète, sauf quoi la Corée du Nord, un petit peu moins Cuba. Enfin, il n'y a plus de système alternatif, il n'y a plus rien d'autre, il n'y a plus que ça. Et il a fallu qu'il étende ses marchés. Donc au lieu de se contenter des produits qu'on achetait, qu'on produisait et qu'on achetait, il a investi tous les aspects de nos existences. Si vous voulez rencontrer un partenaire amoureux ou sexuel, c'est un site que vous allez payer. Si vous voulez arriver à dormir, vous allez aller voir un spécialiste du sommeil ou acheter des somnifères. Et puis, vous pouvez vous initier à une religion ou une spiritualité, parce que sur le marché de tout existe. Le problème de ça, de la privatisation de la vie, c'est que nous avons laissé nos vies entre les mains du marché. Et le marché, il pense peu, il pense un peu vite. Par exemple, il pense que la vie, il faut la protéger à tout prix, quelle que soit sa forme. C'est un peu cette question que pose la pandémie. Faut-il protéger la vie à tout prix, quelle que soit sa forme? Je dis quelle que soit sa forme parce que la forme de vie, ça change tout. Je dis ça parce que, micro-parenthèse, tous ces gens qui avaient des parents en EHPAD et qui n'ont pas pu aller les voir pendant les mois de confinement, il y avait des gens, moi j'avais parmi mes amis des gens on ne peut plus calmes et modérés, pas des excités comme moi. Ils m'ont dit, on va prendre une voiture bélier, on va enfoncer la façade de cette EHPAD, parce que moi je ne supporte pas l'idée que dans 3 mois, dans 6 mois, ma mère, mon père seront morts de fatigue, d'épuisement, ou simplement d'avoir été délaissés, comme le nouveau-né qu'on ne touche pas et qui meurt de ne pas être touché, quoi. Donc je m'en fous de cette règle, j'y vais, parce que, évidemment, on n'avait pas le droit d'aller les voir, au nom de la protection de la vie. Donc cette règle-là est en fait une règle qui vient du marché. C'est-à-dire c'est une règle systématique et qui nous a fait beaucoup de mal. Et puis toujours l'économie, le capitalisme, l'économie nous a convaincus qu'il fallait que chacun de nous fasse un effort. La plus grande violence, elle est celle de ce chantage qui est imposé en fait par l'économie de marché, mais ceux qui l'expriment, ce chantage, c'est les gouvernements, les politiques, les intellectuels qui soutiennent l'économie de marché, qui est un chantage au sacrifice. C'est-à-dire, en fait, il va falloir accepter de se serrer la ceinture, il va falloir accepter les vaches maigres, il va falloir accepter un chômage plus élevé, il va falloir accepter que la vie était mieux hier, mais qu'on va rentrer dans une période plus sombre, il va falloir accepter que c'est un peu plus dur pour nos enfants de trouver un travail ou de monter dans leur carrière qu'autrefois, il va falloir accepter. C'est pour ça que j'aime pas ce mot de résilience, parce que ce mot de résilience, il a été beaucoup utilisé pour dire il va falloir accepter. Le il va falloir accepter, c'est la logique du sacrifice. C'est-à-dire que la chose principale que le système politique et économique exige de chacun de nous, c'est pas le débat, c'est pas son engagement, c'est pas sa bonté, c'est la capacité à se sacrifier. Le fameux serrage de ceinture. Cette logique sacrificielle, elle est en fait le grand chantage de l'économie de marché. C'est-à-dire, ah oui, il y a eu des périodes sans crise, c'était bien, on en a profité, mais c'est fini les enfants. Maintenant c'est la crise, faites un effort. Le faites un effort qui a l'air finalement raisonnable. Je vous rappelle que c'est le logiciel principal du président actuellement en campagne. Cette logique-là est une violence extrême parce qu'elle nous fait oublier d'autres possibilités.
qu'il est des systèmes, il est des sociétés, il est des époques, il est des mondes où on peut participer à la vie sociale et politique, pas uniquement en se sacrifiant, en acceptant moins, en acceptant que ferment des services publics et autres. Bref, le champ des possibles est très restreint dans un régime qui n'accepte pas d'alternative. On va voir à la fin que les jeunes, heureusement, une partie de la jeunesse mondiale aujourd'hui, cherchent justement d'autres possibles. Passons à la troisième question. Question un peu tordue qui était réprimer la violence, et à plus forte raison la sienne, auto-réprimer la violence, ne l'aggrave-t-il pas? Alors là, je voudrais citer donc ce grand sociologue allemand, parce que c'est une œuvre majeure, un peu oubliée maintenant. Il a écrit, le pauvre, avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Il n'a pas mis à jour son bouquin après le nazisme. Le livre, donc, le sociologue s'appelle Norbert Elias, E-L-I-A-S. Norbert Elias a écrit ce gros livre qu'on a traduit en français par La civilisation des mœurs, qui en fait, en allemand, c'est le processus de civilisation. En gros, comment nous sommes devenus civils ou civilisés. Nous, c'est absolument le monde, enfin c'est universel, même si, évidemment, il part de l'Occident. Ce que raconte Elias est très très intéressant. Ce qu'il raconte, il part en fait, vous savez, des petits manuels de savoir-vivre qui commençaient à se diffuser à la fin de la Renaissance, dans la plupart des pays d'Occident, qui venaient des aristocrates en général. Hein. Vous savez, aujourd'hui, on a encore je sais pas, Nadine de Rothschild, il y a encore quelques conseils comme ça de savoir-vivre, mais à l'époque, donc, c'était diffusé d'en haut, par les aristocrates, auprès des bourgeois, des nouveaux habitants des villes, qui eux-mêmes devaient le diffuser auprès du bon peuple, pour que quoi? Pour que nous apprenions, par exemple, à manger avec des couverts, à ne pas quitter la table avant la fin du repas, mais aussi à répondre à une remarque désagréable par un dialogue, au lieu de répondre par un poing dans la figure. Un ensemble, si vous voulez, de consignes qui vont de l'hygiène, des manières de table, des façons de traiter entre nous, qui vont de causes religieuses ou morales, parce que ça ressemble beaucoup évidemment à la logique chrétienne, hein, de respect, jusqu'à voilà, des façons d'être et de vivre. Elias dit, pourquoi est-ce que ces manières de vivre, ces savoir-vivre, imposés petit à petit, se sont imposés partout? Et finalement, au bout de quelques siècles, ont été la norme que personne ne remet en question, dans toutes nos sociétés. Alors, il dit parce que l'État est né au même moment, l'État moderne, l'État qui quand même est présent, gère nos vies, est censé nous aider. Et que l'État s'est donné comme mission d'imposer ses normes et ses règles et de s'aider d'un système pénal pour punir ceux qui n'y obéiraient pas. Puisque si vous donnez un poing dans la figure à une personne qui vous parle mal, et que ce coup, pour le coup, envoie votre interlocuteur à l'hôpital, autrefois, peu importe. Depuis qu'existe un État, un droit pénal, un système de répression, là, on ne fait plus ça. Donc, Elias a compris que si on ne fait plus ça, c'est pas seulement que nous sommes devenus meilleurs, et peut-être pas d'ailleurs, c'est que de toute façon, la loi et la police sont là pour nous en empêcher. Bon. Donc ça, c'est la thèse générale de Elias. Mais ce qui est génial dans le bouquin de Norbert Elias, c'est qu'il envisage les limites de sa thèse. Il dit, est-ce que la civilité, c'est ça le grand mot, hein, est-ce que cette civilité qui peu à peu s'est diffusée entre nous, hein, en nous, a vraiment réglé la violence et a vraiment suffi à ce que nos sociétés, nos vies soient plus tranquilles qu'avant? Et il dit, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Et il envisage, un peu de loin, c'est des suggestions, et ces commentateurs derrière lui vont insister dessus, vont aller fouiller. Il dit par exemple, les classes sociales qui sont exclues de ces bonnes manières, ou qui les maîtrisent moins, qui ne les ont pas apprises, le fait de les rappeler à l'ordre est d'une violence inouïe. Ça, c'est cette scène toute simple, qui est pour moi la scène de la différence de classe, hein, ou de la lutte des classes, lorsque quelqu'un d'un milieu moins éduqué, défavorisé, est invité, je ne sais pas, à un dîner
dans une famille où, par contre, on se comporte selon les bonnes manières. Sa différence gestuelle, dans l'élocution, mais même dans le vêtement, sera flagrante, sera spectaculaire, produira en lui ou en elle une honte, un sentiment de honte. Et que cette honte est une des violences principales faites aux classes défavorisées aujourd'hui, qui donc pas est la violence de la faim, c'est pas la violence directement de la matraque policière, c'est la violence de tout ce qui les relègue en deçà de ces manières civiles que les bourgeois maîtrisent et ont en quelque sorte à la naissance, presque au berceau. Et Elias envisage aussi le fait que ces bonnes manières ont pu être utilisées pour justifier les invasions coloniales. Parce qu'après tout, on a voulu civiliser, enfin évangéliser, disait-on, mais peu importe la religion en fait, les peuples colonisés, c'est-à-dire, précisément, les faire avancer, monter dans la hiérarchie des peuples grâce à ces bonnes manières, dont il n'est vraiment pas sûr qu'elles nous fassent avancer ou monter. Et puis dans la même logique d'Elias, il y a cette idée qu'il faut pacifier nos rapports humains, nos rapports sociaux. D'accord ? La pacification, c'est un des grands thèmes au XXe siècle. Évidemment, le XXe siècle, c'est un siècle de guerre, terrible. Donc on a tenté, après la Deuxième Guerre mondiale, d'imposer un discours de la pacification. Si vous regardez qui a parlé de pacification, qui a fait des manuels sur les bonnes conduites pour pacifier les sociétés, c'est principalement la CIA, le FBI, l'ensemble des acteurs de la guerre froide, qui avaient un but, c'était que dans les pays qu'ils contrôlaient, ou dans les pays alliés, les peuples ne se rebellent pas, les pauvres et les syndicats ne leur fassent pas perdre de temps, et surtout que les communistes, de l'autre côté du rideau de fer, ne gagnent pas d'influence. Donc, vous voyez, il y a encore toujours cette logique coloniale qu'on va pacifier et civiliser contre la volonté des gens. Alors, moi, je dirais un truc beaucoup plus direct sur cette histoire de civilité. Peut-être qu'un processus de civilisation a eu lieu, qui a tenté de faire de nous, en 4 ou 5 siècles, des gens plus civils, c'est sûr. C'est pour ça qu'on est un peu chochotte. Mais en parallèle, il y a un système économique qui a fait de nous des sauvages. Il y a un film fabuleux, qui est, il y a quelques années, 6 ou 8 ans, un film argentin, qui s'appelait Les Nouveaux Sauvages. Vous voyez, incroyable film, incroyable. Avec, voilà, 4 ou 5 sketchs, enfin, histoires, qui montrent des scènes ordinaires de la vie dans nos sociétés contemporaines. Donc, c'est le type avec sa décapotable qui dépasse un gars dans une vieille camionnette et qui lui fait un doigt parce qu'il trouve insupportable que ce type lui fasse perdre du temps. Mais sauf que le gars dans la vieille camionnette le retrouve sur le bord de la route parce qu'il a crevé, le type en décapotable. Vous imaginez ce qui suit. Enfin, ce qui suit est assez pénible. Ça peut être... C'est en fait comment une violence extrême peut être produite justement par un système où les règles de la civilité ne tiennent plus, puisque pour avoir une plus grosse voiture que le voisin, pour être plus cool, plus sympa ou plus sexy, et surtout pour être plus riche, rien ne sert d'être civil. C'est même en général une perte de temps. Alors, vous me direz que c'est une affaire de génération, et c'est vrai que le PDG septuagénaire ou octogénaire ne sera pas d'accord, dira que à son époque, ça comptait encore, mais enfin, c'est plus eux qui décident, et effectivement, la génération de quarantenaires qui dirige la Silicon Valley ne comprendrait rien au bouquin d'Elias, dirait c'est une perte de temps, cette civilité. C'est pas comme ça qu'on conquiert des marchés. On en arrive du coup à cette question du circuit d'énergie, cette question énergétique de la violence. 5 minutes, c'est bon, pas 10 5, 10. Allez, 10. Parce que, et c'est là où finalement on rejoint enfin la psychanalyse, c'est-à-dire tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, qui part dans tous les sens, hein, les guerres, la civilité, l'économie qui nous force, etc., renvoie à cette histoire de circuit énergétique et de circuit engorgé, entravé. D'abord, il faut comprendre qu'il y a une violence de la pénurie, quand on n'a pas assez, mais qu'il y a une violence inverse de l'abondance. Hein, moi, j'adore l'anecdote qu'on a tous vécue du petit enfant qu'on emmène dans
une boutique où il y a des milliers de bonbons, mais des milliers de bonbons, voire une usine à bonbons, allez, Roald Dahl, hein. Qu'est-ce qui va se passer chez l'enfant? Il va hurler de panique. Il va pleurer toutes les larmes de son corps. Pourquoi? Parce qu'il lui sera impossible de manger tous ces bonbons. Cette logique, un peu simplifiée ici, c'est exactement la violence de l'abondance. C'est-à-dire qu'il y a une sursollicitation du désir, une saturation du désir, qui fait que le désir est perdu, s'égare, ne sait plus où aller. Et un désir qui n'a plus d'objet, un désir qui est perdu, égaré, va donner aussi des formes de violences nouvelles, y compris des violences retournées contre nous. Donc il y a ça déjà, il y a le fait que nos désirs sont égarés. Et puis il y a la catharsis. Il faut se souvenir de ce que c'est que la catharsis. Qu'est-ce qu'il disait Aristote? Il disait, heureusement, on a des vies violentes, mais vous inquiétez pas, une fois par semaine, vous allez voir une tragédie grecque dans cet amphithéâtre en pierre, et vous allez voir des gens souffrir, des gens hurler, des gens se détester sur cette scène. Ça va évacuer tout votre malheur, toute votre frustration. Hein. La terreur et la pitié vont vous soulager de votre violence intérieure. Bah, c'est toute l'histoire de la culture. On peut d'ailleurs ajouter le sport, qui a la même logique, qui a aussi une logique cathartique. Le sport intelligemment fait, et la culture, c'était ça. Bah, là, je vous dis, ok, soit, super. Est-ce que ça marche encore, cette catharsis, à l'époque où on est sur écran 10 à 15 heures par jour, à l'époque où la culture est étendue, y compris avec ses produits les plus vils, hein, à tout et à tous les moments de notre journée, et où sur nos écrans, on trouve des choses d'une violence telle qu'il n'est pas sûr que ça recanalise notre violence, mais ça peut aussi l'hystériser, l'électriser. On a toujours dit que les jeunes lycéens américains qui flinguaient au pistolet mitrailleur tous leurs camarades de classe, c'était pas complètement un hasard s'ils jouaient aux jeux vidéo 20 heures par jour. Alors attention, ça n'est pas la cause. Parce que sinon, il va de soi que tous les joueurs de jeux vidéo seraient des gens dangereux. Voilà, donc ça c'est la violence du narcissisme aussi en réseau. C'est-à-dire il faut exister, et pour exister, on est prêt à tout. Hein, harcèlement en ligne, dénonciation des autres, etc. Cette dernière question, j'espère qu'on reviendra dessus, parce que cette histoire de catharsis, d'engorgement, de canalisation de la violence qu'on peut évacuer pour s'en libérer, elle est cruciale pour comprendre ce qu'est la violence aujourd'hui. Mais en guise de conclusion, je voudrais en arriver à une question toute bête. Comment, collectivement, pouvons-nous réagir à tout ça? Parce que tout ce que je raconte a l'air fatal et inévitable. Hein, violence des structures, du système, des gouvernements, des laboratoires pharmaceutiques, des images, des écrans. Qu'est-ce que vous y pouvez? Et là, il est essentiel de se souvenir que ce mot de violence, qui est employé pour interdire justement la moindre réaction de la part des faibles et des dominés, ce mot de violence, il désigne aussi ce qu'ont dû faire les gens, les peuples, dans l'histoire, pour faire progresser l'humanité. Je vous défie de me citer un progrès dans l'histoire humaine, mais un progrès, il y en a quelques-uns quand même, qui ait été accompli sans violence. Au minimum, sans la force du nombre, la pression du nombre. Hein. Vous savez, quand on se met à toute une population à faire une grève générale, à occuper un endroit jusqu'à ce qu'on obtienne une mesure qui nous semble nécessaire. Par exemple, l'interdiction du travail des enfants de moins de 12 ans dans les mines. Fin du 19e siècle, hein, c'est ce qu'ils ont fait. Ou l'obtention d'un seul jour de repos dans la semaine, comme ils ont obtenu à la même époque. Donc là, évidemment, on est en terrain plus... On risque de se disputer, mais tant mieux. C'est-à-dire, ok, mais pour autant, peut-on légitimer, justifier, excuser cette contre-violence, cette violence faite pour résister à la violence? Ce qui est sûr, c'est que les points de vue sont en train de changer sur toutes ces questions. Dans les générations qui sont voilà, les jeunesses d'aujourd'hui, hein, celles des différentes cultures et des différents continents, on est en train de comprendre que, par exemple, une vraie révolution écologique ou écologiste ne sera pas obtenue par une simple discussion dans un parlement ou par ces fameuses COP dont les résultats sont un peu maigres, hein, vous serez d'accord. Qu'il y a une pression à exercer, y compris un recours ponctuel et stratégique à des sabotages ou à des violences, hein, pas nécessairement physiques, mais
violence qui peut être celle de manifestation, celle de forme de vie complètement à part, refusant de participer à la société telle qu'elle est, mais violence interdite. Hein, vous avez remarqué, tout ce qui est violent, les gens qui sont en tête de cortège dans les manifestations, on les désigne du doigt comme des barbares et des sauvages. Or, ce qu'ils font, c'est de détruire une vitrine. Mais sauf que le droit ayant évolué, détruire une vitrine est puni des mêmes peines que s'ils avaient frappé quelqu'un. C'est-à-dire que l'atteinte au bien est en train d'être punie comme l'atteinte aux personnes. Or, détruire une vitrine qui symboliquement compte pour eux, hein, une banque, parce qu'ils ont l'impression que c'est de là que vient le problème, je ne sais pas s'ils ont tort ou raison, n'est plus possible. Hein, et d'ailleurs, la plupart de leurs camarades dans leur groupe vont dire « Oh là là, tu as rejoint les violents, tu as rejoint les black blocs, les têtes de cortège, les cagoulés, En fait, il n'y a pas de différence entre les non-violents et les violents, il n'y a qu'une différence de circonstance. Il y a des matins où stratégiquement il est bon d'être non-violent et des circonstances extrêmes dans lesquelles il est nécessaire de soulever une force collective. D'ailleurs, vous savez, on dit toujours que les grands héros, justement les héros des jeunes, sont des non-violents. Hein, Mandela, Nelson Mandela, Martin Luther King, le Mahatma Gandhi, on en fait vous savez, les grands-pères de la non-violence, en quelque sorte. Mais c'est totalement faux, historiquement. Voilà des gens qui ont combattu toute leur vie, et qui, toute leur vie, ont envisagé très souvent des façons de faire plus violentes, ont varié leur stratégie. Hein, Gandhi a directement envoyé des factions, des paysans se battre et mourir sous les balles anglaises. Donc il n'était pas toujours en train de méditer sur un coussin d'air. La guerre ne peut être menée, surtout quand on est faible, les faibles, sans cette violence. Donc évidemment, ça c'est un autre sens du mot pour ce dernier sens, c'est-à-dire la résistance, le soulèvement, le refus. Je vous propose d'enlever le mot de violence, parce qu'il a été un peu galvaudé par tout ça, de le remplacer par autre chose. Ça peut être une action collective, directe, de refus. Peut-être qu'on peut terminer justement par ce philosophe allemand que j'ai déjà cité, Walter Benjamin, qui avait dans son sac, le jour où il a essayé de passer en Espagne, de quitter la France, où il s'était réfugié, pour échapper aux nazis. Il était juif et communiste. Une bonne raison de fuir, de détaler. Puis il est arrivé en Espagne, et puis malheureusement, arrivé en Espagne, depuis la veille, il est arrivé par la forêt, il a mis 2 jours de marche, depuis la veille, le régime de Franco avait changé de rapport aux réfugiés et livrait tous les réfugiés aux Allemands. Donc ils accueillent le Walter en lui disant « Vous avez l'air fatigué, reposez-vous, prenez une chambre d'hôtel, mais par contre, nos règles ont changé, on va devoir vous livrer à la police allemande. » Donc en guise de chambre d'hôtel, il s'est mis dans sa chambre d'hôtel et puis il s'est tiré une balle dans la tête. Et il avait dans sa sacoche des feuillets manuscrits qui forment son dernier livre, celui qu'on peut acheter partout. C'est des textes très très courts. On a traduit par thèse sur l'histoire ou sur le concept d'histoire. C'est des petites images comme ça. C'est des images très bizarres, un peu magiques. Et la plupart de ces images ont à voir avec la force des faibles. Ce qui l'intéresse, lui, c'est la force des faibles. Ce qui l'intéresse, c'est une question toute bête, qui est un peu la question de ce dernier point, c'est-à-dire pourquoi est-ce que les faibles, que nous sommes tous majoritairement, même quand ils sont écrasés, même quand ils n'ont aucune chance, continuent, ici ou là, malgré tout, à refuser, à se soulever, à aller vers cette défaite qu'on leur annonce et qui va avoir lieu. Parce que, citez-moi une révolution qui s'est bien terminée, c'est ce que je veux dire. Et donc, ce qui l'intéresse, c'est cette mémoire souterraine, enfouie, de l'obstination des faibles à refuser la violence des structures, de l'État, du système, la violence rationnelle en gants blancs de tous ces gens trop cultivés pour être désignables comme coupables. Et il dit qu'à chaque fois qu'une action de résistance collective a lieu, c'est comme si une fleur se levait vers le soleil de l'histoire et renouait, comme souterrainement avec ses racines, avec toutes les luttes anciennes, celles qui ont échoué, celles qu'on a oubliées, celles qu'on a effacées, celles qui ont été écrasées. Voilà, donc c'est un point qui n'est pas exactement un point optimiste, parce que c'est écrit par un homme qui s'apprête à se suicider à l'âge de 42 ans, mais c'est un rappel que tout n'est pas dans le visible, et que dans l'invisible,
quelques forces un peu plus heureuses ou optimistes que celles des événements récents voilà, sont encore là. Bon, j'ai été trop long, je le sens bien, et il ne nous reste plus qu'à ouvrir la discussion. Bien, merci. Je crois qu'on peut l'applaudir déjà pour l'intervention. Merci beaucoup.